Le 30 décembre 2006, Saddam Hussein fut exécuté dans une salle improvisée à Bagdad. Ce qui aurait dû être un acte de justice solennel devint un spectacle sectaire filmé au téléphone portable. Les insultes, les chants et les humiliations furent gravés à jamais. L'exécution ne respecta pas les protocoles internationaux. Des témoins scandèrent des slogans religieux tandis que Saddam prononçait ses derniers mots. Les enregistrements divulgués montrèrent un climat chaotique où des gardes exaltés insultaient les condamnés. Il n'y eut aucune solennité judiciaire, seule une vengeance tribale était retransmise en direct. Comment une exécution officielle s'est-elle transformée en lynchage sectaire? Pourquoi les images divulguées ont-elles altéré à jamais la perception de l'événement? Voici le récit des derniers instants de Saddam Hussein. Chute définitive, le dictateur en ruine. Pendant 24 ans, Saddam Hussein avait bâti un système de pouvoir qui semblait indestructible. Son régime, né en juillet 1979 après la démission d'Ahmed Hassan al-Bakr, s'était consolidé dès ses premiers jours dans l'élimination systématique de toute opposition. La purge, connue sous le nom de massacre des compagnons, exécutée à peine 6 jours après son accession au pouvoir, a établi le modèle qui allait définir son gouvernement, la terreur comme instrument de contrôle absolu. Le dictateur avait survécu à des guerres dévastatrices, à des sanctions internationales et à de multiples tentatives de renversement. La guerre avec l'Iran, entre 1980 et 1988, fit des centaines de milliers de morts, mais consolida son image de leader inébranlable face aux adversités extérieures. Même la défaite humiliante de la guerre du Golfe de 1991 ne parvint pas à déstabiliser son pouvoir interne. Les représailles contre les chiites et les Kurdes après le conflit démontrèrent que sa capacité de répression demeurait intacte. L'appareil terroriste construit par Saddam fonctionnait avec une précision mécanique. Le massacre de Doujaïl en 1982, où 148 personnes furent exécutées en représailles à une tentative d'assassinat, illustrait parfaitement sa méthodologie. Punition collective, terreur exemplaire et élimination de tout noyau de résistance. Ces référendums électoraux, comme celui de 1995, qui lui accorda un incroyable score de 99% des voix, n'étaient pas des exercices démocratiques, mais des rituels de soumission publique. L'invasion américaine du 20 mars 2003 a radicalement modifié cette répartition des forces. Les forces de la coalition, dirigées par les États-Unis, ont avancé vers Bagdad avec une rapidité qui a surpris même les stratèges militaires. Le régime, qui avait résisté à 8 années de guerre avec l'Iran et aux sanctions les plus sévères de l'histoire moderne, a commencé à se désintégrer en quelques semaines. Le moment symbolique s'est produit le 9 avril 2003, place Firdos à Bagdad. La statue de Saddam Hussein, renversée sous les caméras du monde entier, a marqué la fin visible d'un régime qui avait dominé l'Irak pendant des décennies. Bien que les enquêtes ultérieures aient révélé des éléments de mise en scène dans cet événement, son impact psychologique a été immédiat et dévastateur pour les vestiges de l'appareil gouvernemental. En juillet 2003, la mort de ses fils Uday et Qusay, lors d'un affrontement avec les forces spéciales à Mossoul, anéantit les derniers vestiges de la continuité dynastique. Saddam Hussein, l'homme qui contrôlait tous les aspects de la vie irakienne, se retrouva complètement seul, réduit à diffuser occasionnellement des enregistrements audio depuis sa clandestinité, seul moyen de communication avec ses anciens sujets. Les mois qui suivirent transformèrent le dictateur omniprésent en fugitif. Les forces américaines lancèrent une traque systématique mobilisant des milliers de soldats, des centaines d'opérations nocturnes et un effort de renseignement sans précédent dans la guerre en Irak. Chaque jour, des dizaines de raids furent menés sur la base d'informations fragmentaires, de témoignages d'anciens collaborateurs et d'analyses des mouvements. L'opération qui allait finalement permettre de localiser Saddam Hussein reposait sur des techniques de renseignement humain développées spécifiquement à cet effet. L'interrogateur Eric Maddox avait mis au point une méthode fondée sur l'empathie et la patience, obtenant des informations cruciales d'anciens membres du régime au cours de conversations prolongées plutôt que d'interrogatoires agressifs. Les informations obtenues ont permis d'identifier 2 emplacements précis près de Tikrit, ville natale du dictateur. Ces positions, baptisées Wolverine 1 et Wolverine 2, sont devenues les objectifs de l'opération Aube Rouge,
minutieusement planifié pendant des jours par les commandants de la 4e division d'infanterie. Le 13 décembre 2003, environ 600 soldats américains se déployèrent vers les deux positions. L'opération impliquait des unités spécialisées de la force opérationnelle 121, un appui aérien et un cordon de sécurité destiné à empêcher toute fuite. La coordination entre les différentes unités militaires reflétait l'importance stratégique accordée à cette mission. Les premières recherches menées dans les deux principaux lieux n'ont donné aucun résultat. Cependant, près d'une modeste hutte en terre, les soldats ont découvert ce qui serait plus tard décrit comme un « trou d'araignée ». Une cachette creusée dans le sol à environ 2,5 mètres de profondeur, ingénieusement camouflée et équipée d'un système de ventilation rudimentaire. La capture elle-même manqua totalement du suspense que l'on aurait pu attendre de l'arrestation du dictateur le plus recherché au monde. Saddam Hussein sortit de sa cachette sans opposer de résistance, avec une apparence contrastant radicalement avec l'image de pouvoir absolu qu'il avait projetée pendant des décennies. Sa barbe longue et son apparence négligée trahissaient des mois de clandestinité dans des conditions précaires. Sa réaction lors de sa capture reflétait à la fois sa mégalomanie persistante et la réalité de sa situation désespérée. En se présentant comme président de l'Irak et en exprimant sa volonté de négocier, Saddam Hussein a démontré que, même dans ses moments les plus vulnérables, il entretenait des illusions quant à sa pertinence politique. La réponse laconique du soldat américain transmettant les salutations du président Bush symbolisait le changement définitif de l'équilibre des forces. Les éléments saisis lors de la capture dressaient le portrait d'un leader en déclin. 2 fusils AK-47, un pistolet, environ 750 000 $ en espèces, et un taxi qu'il utilisait vraisemblablement pour ses déplacements. La présence de 2 gardes du corps, également arrêtés, suggérait que, même caché, il avait tenté de maintenir une certaine sécurité personnelle. L'absence totale de violence lors de la capture était surprenante pour une opération de cette ampleur. Aucun coup de feu n'a été tiré, aucune victime n'a été enregistrée, et les témoignages des soldats participants décrivait Saddam comme résigné à son sort. Cette attitude contrastait fortement avec l'image de résistance acharnée qu'il avait cultivée pendant des décennies de régime autoritaire. L'opération Aube Rouge marquait l'aboutissement réussi de l'une des opérations de renseignement militaire les plus intensives de la guerre en Irak. Des milliers de patrouilles, des interrogatoires systématiques et des opérations nocturnes avaient finalement convergé à cet instant précis, démontrant l'efficacité de la persévérance tactique alliée à la précision du renseignement humain. La capture de Saddam Hussein a symboliquement clos un chapitre crucial de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. L'homme qui avait dirigé l'Irak d'une main de fer, survécu à des guerres dévastatrices et défié l'ordre international, a mis fin à son règne absolu en émergeant silencieusement d'un trou dans la terre, près de sa ville natale, complètement seul et sans la moindre résistance. Procès mortel, un destin scellé. La capture de Saddam Hussein a immédiatement soulevé une question fondamentale. Comment juger un dictateur dont les décisions avaient changé le cours de millions de vies? La réponse est venue d'un tribunal hybride combinant des éléments du droit irakien et des normes internationales, une structure qui, dès sa conception, allait susciter des controverses quant à sa légitimité, son indépendance et sa justice. Le tribunal qui allait finalement juger Saddam Hussein est né de l'ordonnance 48, émise par l'autorité provisoire de la coalition le 10 décembre 2003. Cette directive autorisait le conseil de gouvernement irakien à créer le tribunal spécial irakien, rebaptisé plus tard Haut Tribunal irakien. Sa compétence couvrait le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis entre 1968 et 2003, créant ainsi un cadre temporel couvrant la quasi-totalité de l'ère baassiste. La structure du tribunal reflétait les tensions inhérentes à l'Irak post-invasion. Officiellement, il s'agissait d'une institution irakienne, régie par le droit national et dirigée par des juges irakiens. Cependant, sa création sous l'autorité de l'occupation et l'influence normative internationale de son statut ont alimenté dès le départ des interrogations quant à sa véritable indépendance. Cette dualité allait devenir une constante tout au long du processus judiciaire. Le premier cas majeur présenté contre Saddam Hussein fut le massacre de Doujaïl,
une opération de représailles systématique menée en 1982 après une tentative d'assassinat contre le président de l'époque. Le choix de cette affaire comme point d'ouverture de la procédure judiciaire n'était pas fortuit. Comparé aux campagnes génocidaires d'Anfal ou à l'utilisation massive d'armes chimiques contre la population civile, Doujaïl présentait un ensemble de faits plus limités et une documentation plus facile à gérer pour établir des précédents procéduraux. L'audience orale a débuté le 19 octobre 2005 dans une atmosphère d'extrême tension. La salle d'audience, située dans la zone verte de Bagdad, est devenue le théâtre d'un drame judiciaire mêlant procédure formelle et explosion de rhétorique politique. Saddam Hussein, confronté pour la première fois à ses accusateurs en position de vulnérabilité, a alterné entre défense juridique traditionnelle et proclamation de sa légitimité de dirigeant national. La structure des preuves du dossier reposait essentiellement sur des documents officiels du régime baassiste, ordres signés, listes de détention, notes des services de renseignement et dossiers du tribunal révolutionnaire constituaient des archives incriminantes établissant un lien direct entre les décisions prises au plus haut niveau du pouvoir et les exécutions massives à Doujaïl. Ces preuves documentaires démontraient que les représailles avaient suivi un schéma planifié. Détention massive d'habitants, recours systématique à la torture et exécution de 148 personnes à l'issue de procédures sommaires. Cependant, le déroulement du procès a été marqué par des événements qui ont sérieusement remis en cause les garanties procédurales. 3 avocats de la défense ont été assassinés au cours du procès. Saadoun al-Janabi, Adel al-Zubaydi et Kamis al-Obeidi. Ces crimes ont mis en évidence l'incapacité de l'État irakien à protéger la défense, créant une inégalité fondamentale dans le processus que les organisations internationales ont dénoncé comme incompatible avec les normes fondamentales d'une procédure régulière. La crise la plus visible du tribunal est survenue en janvier 2006 avec la démission du juge-président Rizgar Mohamed Amin. Les critiques publiques et les pressions politiques concernant son style d'audience, jugé trop tolérant envers les accusés, ont forcé son départ en plein procès. Son remplacement par Rauf Rachid Abd al-Rahman, également d'origine kurde et originaire de Halabja, a alimenté les perceptions d'ingérence gouvernementale et de politisation du processus judiciaire. Les problèmes de procédure allaient au-delà des questions de sécurité et des changements de magistrature. Le recours à des témoins anonymes a entravé le droit de la défense à la contradiction, tandis que les fréquents changements de règles de procédure et les restrictions d'accès au dossier complet ont créé des inégalités entre les parties. Ces lacunes ont conduit Human Rights Watch à qualifier le procès de fondamentalement vicié, sans pour autant nier la gravité des crimes reprochés. Le verdict a été rendu le 5 novembre 2006, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis, une coïncidence temporelle que certains ont interprétée comme la preuve d'une influence politique extérieure sur le calendrier judiciaire. Saddam Hussein et 2 coaccusés ont été condamnés à mort par pendaison pour crimes contre l'humanité, tandis que 4 autres ont été condamnés à des peines de prison et 1 a été acquitté. L'appel, présenté d'office devant la chambre d'appel du tribunal suprême irakien, a été rejeté le 26 décembre 2006. L'architecture juridique du tribunal prévoyait que l'exécution devait être effectuée dans les 30 jours suivant la peine capitale, sans possibilité de commutation présidentielle. Cette rigidité des délais s'inscrivait dans un dispositif punitif plus sévère pour les crimes de cette nature, mais éliminait également les garanties supplémentaires traditionnellement offertes dans les affaires de peine capitale. L'exécution de Saddam Hussein le 30 décembre 2006 fut le moment le plus controversé de tout le processus. Le choix de la date, coïncidant avec l'Aïd el-Adha, fut perçu comme une erreur politico-symbolique ajoutant des connotations sectaires à un acte qui aurait dû être neutre d'un point de vue religieux. L'atmosphère hostile qui entoura l'exécution, retranscrite par les enregistrements ultérieurs, renforça l'idée qu'il s'agissait davantage d'une vengeance que d'une justice. La mort prématurée de Saddam Hussein a eu des conséquences qui ont transcendé son cas individuel. Le deuxième processus majeur, centré sur la campagne Anfal de 1987 à 1988 contre la population kurde, est resté sans son principal accusé. Cette campagne, qui avait comporté des déplacements forcés, des exécutions massives et l'utilisation massive d'armes chimiques,
avec son point culminant à Halabja, a représenté les crimes les plus graves du régime baasiste. Bien que d'autres responsables, comme Ali Hassan al-Majid, aient été ultérieurement condamnés pour génocide, l'absence de verdict personnel contre Saddam pour ces crimes a laissé un vide narratif dans la mémoire collective. La question de savoir si le procès constituait une justice ou une vengeance n'admet pas de réponse simple. Du point de vue des victimes de Doujaïl, le verdict représentait une reconnaissance judiciaire de leur souffrance et une validation de leur expérience après des décennies de silence. Les documents présentés lors du procès ont établi de manière irréfutable l'existence d'un système de répression étatique systématique fournissant un témoignage historique crucial pour la mémoire irakienne. Cependant, les lacunes procédurales identifiées par les observateurs internationaux ont érodé la légitimité du résultat. L'incapacité à garantir la sécurité de la défense, les changements de magistrature en cours de procédure, le recours à des témoins anonymes et les restrictions d'accès aux preuves ont créé des conditions non conformes aux normes internationales de procédure régulière. Ces manquements étaient particulièrement problématiques dans une affaire qui aboutirait à la peine de mort. La communauté internationale était divisée quant à l'évaluation du processus. Si certains gouvernements ont officiellement soutenu le verdict, le considérant comme une étape vers l'instauration d'un état de droit en Irak, des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International et Human Rights Watch ont constamment critiqué les vices de procédure et l'application de la peine capitale. L'Organisation des Nations Unies, bien que prudente dans ses déclarations officielles, a maintenu son opposition de principe à la peine de mort. Dans le contexte régional, les réactions ont reflété les divisions sectaires qui ont caractérisé l'Irak après l'invasion. Les secteurs chiites ont interprété l'exécution comme une juste rétribution pour des décennies de violences d'État, dirigées notamment contre leur communauté. Les secteurs sunnites et une partie de l'opinion publique arabe l'ont perçu comme une justice du vainqueur appliquée sous occupation étrangère, alimentant des discours de victimisation susceptibles de compliquer les efforts de réconciliation nationale. L'héritage du procès de Saddam Hussein demeure complexe et contradictoire. Il a établi un précédent. Même les dictateurs les plus puissants peuvent être poursuivis en justice pour leurs crimes. Parallèlement, les lacunes de sa mise en œuvre ont permis de tirer des enseignements sur les défis inhérents à la justice transitionnelle dans les contextes de conflits actifs et de polarisation sectaire. La tension entre justice et vengeance qui a caractérisé ce processus reflète des dilemmes plus vastes quant à la manière dont les sociétés post-conflit doivent affronter leur passé traumatisant. Le procès de Saddam Hussein a démontré à la fois les possibilités et les limites de la justice pénale comme mécanisme de transition établissant un précédent ambivalent qui allait continuer d'influencer les efforts ultérieurs de justice transitionnelle en Irak et dans la région. Dernière condamnation, la potence Satan. L'aube du 30 décembre 2006 marqua la fin d'une époque dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. L'exécution de Saddam Hussein ne fut pas seulement l'aboutissement d'un processus judiciaire, mais un acte profondément politique, chargé de tensions sectaires et de symbolisme historique. Les dernières heures de l'ancien dictateur irakien révélèrent à la fois les fractures du nouvel Irak et les contradictions inhérentes à la justice transitionnelle dans un contexte d'occupation et de guerre civile. Le chemin vers la potence avait officiellement commencé le 5 novembre 2006, lorsque le tribunal spécial irakien avait déclaré Saddam Hussein coupable de crimes contre l'humanité pour le massacre de Doujaïl. La condamnation à mort par pendaison avait déclenché un compte à rebours marqué par des pressions politiques internes et internationales. Le gouvernement irakien, dominé par des politiciens chiites après l'invasion de 2003, avait insisté pour exécuter la sentence avant le Nouvel An musulman afin de démontrer sa détermination et son autorité. Cette urgence contrastait avec les réticences américaines qui craignaient qu'une exécution précipitée n'exacerbe les violences interconfessionnelles qui ensanglantaient déjà le pays. Washington s'est retrouvé dans une position délicate. D'un côté, il avait soutenu la création du tribunal et souhaitait que la justice irakienne suive son cours. De l'autre, les stratèges militaires et diplomatiques américains comprenaient que le moment et les modalités de l'exécution pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour la stabilité régionale.
La date finale a été fixée à peine un jour après la confirmation de la condamnation par une cour d'appel irakienne, témoignant de l'empressement du gouvernement de Nouri al-Maliki à clore ce chapitre. Durant les jours précédant son exécution, Saddam Hussein était détenu par les Américains à Camp Justice, un complexe militaire situé au nord de Bagdad. Bien qu'officiellement sous juridiction irakienne, c'était en pratique l'armée américaine qui garantissait sa sécurité. Cette dualité administrative reflétait les ambiguïtés plus larges de l'occupation. Un gouvernement irakien nominalement souverain, mais dépendant de la protection étrangère pour mettre en œuvre ses décisions les plus importantes. Le dilemme logistique était considérable. Transférer le prisonnier trop tôt risquait de provoquer des fuites d'informations et des attaques coordonnées des insurgés. Le faire trop tard équivalait à défier l'autorité d'un gouvernement soucieux d'afficher sa fermeté devant sa propre population. L'insurrection sunnite avait promis des représailles massives si l'exécution avait lieu, tandis que les milices chiites exigeaient que la sentence soit exécutée sans délai. L'opération de transfert a débuté aux premières heures du 30 décembre sous de strictes mesures de sécurité. Saddam Hussein a été conduit de sa cellule à un hélicoptère militaire américain escorté par des troupes lourdement armées. Le convoi terrestre avait été abandonné en raison du risque élevé d'embuscades insurgées dans une ville où les routes étaient devenues des champs de bataille quotidiens. La voie aérienne offrait une meilleure sécurité même si elle n'éliminait pas totalement le danger d'attaque au moyen de missiles portables. La destination était la maison de justice, située dans le quartier de Kazimiya, au nord de Bagdad. Ce bâtiment, ancien quartier général des services de renseignements irakiens transformé en centre judiciaire et pénitentiaire, avait été choisi pour des raisons à la fois pratiques et symboliques. Son emplacement dans une zone de forte présence chiite n'était pas fortuit. Il symbolisait l'alternance confessionnelle qui avait marqué l'Irak après l'invasion. Les sources concordent. Saddam Hussein fut officiellement informé de son transfert quelques heures avant son départ. On lui permit d'emporter un exemplaire du Coran, son seul bien personnel dans ses derniers instants. Sa réaction fut d'une sérénité apparente, sans signe de panique ni appel à la clémence. Ce calme contrastait fortement avec la tension palpable parmi les gardes américains et irakiens qui le surveillaient. Les troupes nord-américaines ont maintenu jusqu'au dernier moment la crainte d'une éventuelle tentative de sauvetage. Les commandants militaires avaient documenté la persistance de cellules fidèles à Saddam Hussein dans différentes régions du pays, et la possibilité d'une opération désespérée pour le libérer ne pouvait être totalement exclue. Les Irakiens, quant à eux, étaient déterminés à ce que l'exécution ne subisse pas de retard supplémentaire qui pourrait être interprété comme une hésitation ou une faiblesse. Le transfert par hélicoptère vers Kazimiya s'est effectué selon des itinéraires soigneusement planifiés afin d'éviter les zones de concentration des insurgés. Une coordination entre les forces américaines et irakiennes a été intense et méticuleuse, mais une fois dans le périmètre de la maison de justice, la garde des prisonniers a été officiellement transférée au gouvernement irakien, un geste qui symbolisait, du moins en théorie, que la responsabilité finale de l'exécution incombait au nouvel État irakien et non aux forces d'occupation. À l'intérieur du bâtiment s'était réuni un groupe restreint de fonctionnaires, de gardes et de témoins autorisés. Parmi eux se trouvaient des représentants du gouvernement irakien, des juges, des procureurs, des médecins légistes, des agents de sécurité et des représentants religieux. La composition de ce groupe reflétait les réalités sectaires du nouvel Irak. La majorité était chiite, certains membres de partis politiques ayant subi une répression systématique sous le régime baassiste. L'atmosphère était chargée de tensions multiples et contradictoires. Pour beaucoup des personnes présentes, il ne s'agissait pas simplement d'un acte judiciaire, mais d'une revanche historique longtemps attendue. Ce facteur se manifesterait dans les chants et expressions hostiles, entendus plus tard dans les enregistrements divulgués. La crainte d'une attaque insurrectionnelle restait latente. Les forces américaines avaient averti que l'exécution pourrait devenir une cible de choix pour les groupes armés sunnites fidèles à l'ancien régime. Le contrôle de l'information était devenu une préoccupation majeure, malgré l'interdiction expresse des enregistrements non autorisés. Certains témoins étaient équipés de téléphones portables avec fonction vidéo. Cette violation des protocoles de sécurité allait générer des images et des enregistrements audio qui allaient révéler au monde le caractère sectaire et chaotique de l'acte
ternissant irrémédiablement l'image internationale de l'exécution. La tension émotionnelle était palpable dans chaque geste et chaque parole. Pour de nombreux responsables chiites présents, Saddam Hussein représentait des décennies de répression, de torture et de mort. Sa seule présence dans la salle générait un mélange toxique de haine accumulée, de soulagement anticipé et de nervosité procédurale. Les représentants américains, gardant une distance professionnelle obligée, observaient avec une inquiétude croissante la disparition de toute prétention à la neutralité judiciaire. L'un des aspects les plus marquants de ces dernières heures fut le comportement personnel de Saddam Hussein. Loin de manifester la panique ou le désespoir que l'on pourrait attendre, l'ancien dictateur afficha une attitude sereine, voire provocatrice. Des témoins ont constaté qu'il entra dans la salle d'exécution d'un pas ferme, refusant de se couvrir le visage de la cagoule traditionnelle et s'adressant à ses bourreaux d'une voix claire et sans tremblement. Ce comportement n'était pas fortuit. Saddam Hussein savait parfaitement que sa mort serait observée, analysée et jugée par ses partisans et ses ennemis. Mourir avec une dignité apparente lui a permis de projeter une image finale qui transcenderait sa défaite politique. Sa stratégie de transmission du pouvoir reposait sur l'idée de devenir un martyr aux yeux des secteurs arabes sunnites qui le percevaient déjà comme la victime d'un complot sectaire soutenu par des forces étrangères. Le contraste entre son calme calculé et l'agitation de son entourage devint de plus en plus flagrant. Gardes et fonctionnaires proférèrent des insultes et entonnèrent des chants sectaires, transformant ce qui aurait dû être un acte de justice solennelle en une manifestation de vengeance tribale. La présence de représentants américains, mal à l'aise face à la tournure que prenaient les événements, témoigna des limites de leur influence aux moments cruciaux. Avant de monter sur l'échafaud, Saddam Hussein fut autorisé à remettre le Coran qu'il portait à l'un des témoins présents. On lui offrit également du temps pour réciter ses dernières prières. Contrairement à d'autres condamnés dans des circonstances similaires, il ne fut ni sous sédatif, ni contraint de porter des vêtements différents de ceux qu'il portait. Ces détails, apparemment mineurs, témoignaient à la fois du respect résiduel envers son ancienne position et de l'urgence de conclure rapidement le procès. Le couloir menant à la potence s'emplit de murmures, de prières et de slogans sectaires. Certains scandaient le nom de Moqtada al-Sadr, le jeune dignitaire chiite devenu symbole de la résistance à l'occupation américaine et rival politique du gouvernement de Maliki. Ces expressions partisanes révélaient la nature profondément politique du moment, détruisant toute illusion de neutralité judiciaire. Quelques instants avant l'activation du mécanisme, Saddam Hussein tenta de prononcer intégralement la shahada, la profession de foi islamique. Cependant, la trappe fut actionnée avant qu'il puisse terminer la phrase sacrée. Ce détail, enregistré dans les enregistrements clandestins, fut interprété de manière contradictoire. Certains y virent une démonstration de défiance spirituelle jusqu'au bout, d'autres une humiliation supplémentaire dans un processus marqué par la précipitation et le sectarisme. Les préparatifs de l'exécution de Saddam Hussein ne constituaient pas seulement l'épilogue d'un processus judiciaire. Ils représentaient une radiographie cruelle de l'Irak de 2006, un pays dévasté par l'invasion, pris entre l'héritage d'une dictature brutale et la violence déchaînée par une occupation étrangère mal planifiée. Les dernières heures du dictateur ont révélé les fractures sectaires qui allaient définir les années suivantes, les limites de la justice transitionnelle en contexte de conflit actif et les contradictions inhérentes à la construction d'une légitimité étatique sous protection militaire étrangère. Ce verdict marqua non seulement la fin d'une vie, mais aussi la clôture symbolique d'une époque historique. Cependant, la manière dont la sentence fut exécutée révéla que le nouvel Irak avait hérité de nombreux problèmes qu'il avait promis de surmonter. Le sectarisme, la vengeance politique et l'incapacité à distinguer justice et châtiment. Échafaud final, la mort imminente. L'aube du 30 décembre 2006 atteignit son apogée dans une salle austère de la maison de justice de Kazimiya. Ce qui aurait dû constituer l'issue solennelle d'un procès se transforma en un spectacle chargé de symbolisme sectaire et de tensions politiques.
Les dernières 3 minutes de Saddam Hussein sur l'échafaud allaient révéler à la fois le crépuscule définitif d'un dictateur et les profondes fractures d'un Irak déchiré par l'occupation et la guerre civile. La salle d'exécution présentait une austérité presque délibérée. Les murs gris, faiblement éclairés par des néons irréguliers, encadraient un échafaudage en bois surélevé d'environ 1 mètre au-dessus du sol en béton. La structure avait été construite avec des matériaux recyclés provenant d'exécutions précédentes, un détail qui renforçait le sentiment de continuité entre les régimes autoritaires. La trappe rectangulaire, actionnée manuellement par un levier latéral, avait été calibrée en fonction du poids du condamné pour garantir la mort par rupture cervicale, bien que sa construction rudimentaire témoigne de l'improvisation qui caractérisait le nouvel appareil judiciaire irakien. L'épaisse corde de chanvre descendait d'une poutre en fer soudée au plafond, formant le nœud coulant précédemment testé, avec des sacs de sable pesant environ le poids de Saddam Hussein. Le nœud du bourreau, noué selon des techniques traditionnelles, reflétait un mélange troublant de procédures judiciaires modernes et de méthodes exécutives archaïques. L'ensemble dégageait une impression de fonctionnalité précaire plus que de solennité institutionnelle. Autour de l'échafaud se rassemblaient entre 20 et 30 personnes, une foule inhabituellement nombreuse pour une exécution judiciaire. La composition du groupe reflétait les réalités confessionnelles du nouvel Irak, responsables gouvernementaux chiites, juges, médecins légistes, représentants religieux et membres des forces de sécurité. La présence majoritaire de chiites n'était pas fortuite. Nombre d'entre eux représentèrent des partis politiques ayant subi des décennies de répression sous le régime baathiste. Malgré les ordres stricts interdisant les appareils d'enregistrement, plusieurs témoins étaient munis de téléphones portables dotés de fonctions vidéo. Cette violation des protocoles de sécurité, apparemment tolérée par certains organisateurs, allait générer des images qui allaient altérer irréversiblement la perception internationale de l'événement. L'absence de contrôle sur ces appareils témoignait à la fois de l'urgence politique du gouvernement et des limites administratives du système judiciaire irakien. Lorsque Saddam Hussein fut conduit à l'échafaud, il refusa la cagoule et garda son sang-froid. La sérénité du condamné contrastait une fois de plus avec l'exaltation des personnes présentes, mais cette fois dans un climat dominé par des slogans sectaires. Ces derniers mots, enregistrés à la fois par des témoins oculaires et par des enregistrements clandestins, s'inscrivaient dans une stratégie claire de construction d'un héritage. Il prononça la shahada, la profession de foi islamique, traditionnellement récitée par les musulmans au moment de la mort. Sa voix, ferme et sans tremblement, contrastait avec la nervosité manifeste de son entourage. Il prononça également des slogans panarabistes, criant des allusions à la Palestine et dénonçant le sionisme dans une ultime tentative de se distinguer comme un dirigeant régional plutôt que comme un dictateur local. Comme on peut le voir dans les enregistrements, la trappe est tombée au milieu de la shahada, ce que beaucoup ont interprété comme un signe d'humiliation sectaire. L'atmosphère dans la salle avait progressivement dégénéré, passant de la solennité judiciaire à un spectacle sectaire. Loin de faire régner le silence respectueux nécessaire à un acte de justice formelle, certains témoins se mirent à scander des slogans en faveur de Moqtada al-Sadr, le jeune dignitaire chiite devenu un symbole de la résistance au régime précédent et à l'occupation américaine. D'autres lancèrent des insultes directes contre le condamné, lui rappelant des crimes précis et l'humiliant publiquement. Cette conduite contrevenait à tous les protocoles internationaux qui recommandent le maintien d'un climat de sobriété et de respect lors des exécutions judiciaires. La transformation de cet acte en une manifestation de vengeance tribale a fondamentalement affaibli la légitimité du processus. Au lieu de projeter l'autorité impartiale du nouvel État irakien, la scène a révélé les passions sectaires qui animaient nombre de ses représentants. La division sectaire, déjà aiguë en raison des violences qui ont suivi l'invasion de 2003, s'est intensifiée de façon spectaculaire avec ces images. Pour la communauté sunnite, majoritaire dans le monde arabe mais minoritaire en Irak, l'exécution a confirmé ses pires craintes quant au caractère vengeur du nouvel ordre politique. L'idée que Saddam Hussein avait été exécuté non pour ses crimes, mais pour son appartenance sectaire allait alimenter l'insurrection et les violences intercommunautaires pendant les années suivantes. Certains responsables présents ont gardé un silence gêné,
visiblement conscients que la situation devenait incontrôlable. Cependant, leurs tentatives de calmer l'atmosphère se sont avérées inefficaces face à l'exaltation d'autres témoins. La présence de représentants religieux, censés garantir un minimum de solennité spirituelle, s'est avérée contre-productive lorsque certains d'entre eux se sont joints au chant sectaire. La vidéo de ces moments, diffusée sur Internet quelques heures après l'exécution, a eu un retentissement international dévastateur. Les images montraient une ambiance presque festive parmi certains témoins, détruisant toute prétention à une justice impartiale. Même les dirigeants internationaux qui avaient soutenu le renversement de Saddam Hussein ont exprimé leur malaise face aux modalités précises de son exécution. La réaction mondiale ne s'est pas focalisée sur la remise en cause de la légitimité de la condamnation, ni sur la défense des droits du dictateur exécuté. Les critiques ont porté sur le manque de professionnalisme, l'absence de solennité et le caractère clairement sectaire de la procédure. Les organisations internationales de défense des droits humains ont souligné qu'indépendamment des crimes commis par le condamné, la forme de l'exécution relevait davantage de la vengeance politique que de la justice institutionnelle. L'attitude sereine de Saddam Hussein durant ces derniers instants a paradoxalement contribué à construire son image posthume de martyr. Sa capacité à garder son sang-froid contrastait favorablement avec l'agitation et l'hostilité de ses bourreaux. Pour les secteurs sunnites et les courants panarabistes, cette différence de comportement validait les récits qui le présentaient comme la victime d'un complot sectaire soutenu par des forces étrangères. Le moment de la chute marqua la fin physique de Saddam Hussein, mais initia simultanément sa transformation symbolique. L'image du dictateur serein face à des bourreaux sectaires exaltés offrit un précieux matériel de propagande aux groupes insurgés et aux mouvements de résistance. L'insurrection sunnite utilisa ces scènes pour recruter des combattants, présentant l'exécution comme la preuve de la persécution systématique de sa communauté. Les conséquences immédiates de ces dernières minutes ont largement transcendé le destin individuel de Saddam Hussein. Au lieu de pacifier l'Irak par un acte de justice définitif, l'exécution a alimenté la spirale de violence sectaire qui allait caractériser les années suivantes. Le sentiment de partialité et de vengeance a affaibli la légitimité du gouvernement de Nouri al-Maliki et a compliqué les efforts américains pour stabiliser le pays. La mémoire collective de ces moments allait rester durablement divisée selon des clivages sectaires et politiques. Pour les communautés chiites, victimes d'une répression systématique sous le régime baasiste, cette exécution représentait une justice historique tardive mais nécessaire. Pour les communautés sunnites et les courants nationalistes arabes, elle constituait la preuve du caractère vengeur et partial du nouvel ordre politique irakien. Les dernières minutes sur l'échafaud de la maison de justice devinrent ainsi un microcosme des contradictions qui allaient définir l'Irak post-invasion. L'espace physique austère, les tensions sectaires entre les témoins, la sérénité calculée des condamnés et le filtrage ultérieur des images révélèrent l'incapacité du nouvel État à distinguer justice institutionnelle et vengeance tribale. L'héritage de ces moments transcende la biographie individuelle de Saddam Hussein pour devenir un épisode paradigmatique des défis de la justice transitionnelle dans un contexte de conflit sectaire. La salle d'exécution a non seulement été le témoin de la fin d'une vie, mais aussi de la cristallisation de divisions politiques qui allèrent continuer à déstabiliser l'Irak pendant les décennies suivantes. Mensonge exposé, la vérité révélée. L'exécution de Saddam Hussein a inauguré une nouvelle ère dans les relations entre technologie, politique et mémoire historique. Ce qui aurait dû être un acte judiciaire contrôlé s'est transformé en un spectacle mondial incontrôlable lorsqu'un enregistrement clandestin réalisé avec un téléphone portable a contredit en bloc le récit officiel. Le contraste entre la version modifiée du gouvernement irakien et les images non autorisées a révélé non seulement les contradictions du processus, mais aussi le pouvoir émergent de la technologie pour modifier la perception d'événements historiques cruciaux. Le gouvernement irakien avait soigneusement planifié l'enregistrement audiovisuel de l'exécution. La version officielle, produite avec le soutien technique des forces américaines, respectait des protocoles conçus pour conférer solennité et légitimité judiciaire. Les autorités ont autorisé un enregistrement partiel, incluant la préparation du condamné, son transfert à l'échafaud et la pose de la corde autour de son cou. Cependant, le moment exact de la chute de la trappe a été délibérément omis de la version finale.
Ce choix éditorial reflétait une stratégie politique claire. Le gouvernement de Nouri al-Maliki devait démontrer que l'exécution avait été menée conformément aux procédures légales, sans toutefois révéler la violence explicite de l'acte. Au lieu de cela, la vidéo officielle montrait la silhouette de Saddam avec la corde, puis, après une coupure stratégique, des images de son corps enveloppé dans un drap blanc. La télévision d'État irakienne a diffusé ces images le jour même de l'exécution, accompagnées de déclarations officielles présentant la potence comme le triomphe de la justice sur la tyrannie. Parallèlement, et en violation flagrante des protocoles de sécurité établis, l'un des témoins présents avait introduit un téléphone portable doté d'une fonction d'enregistrement. Cette violation, apparemment tolérée par certains organisateurs, allait altérer irréversiblement la perception de l'événement. L'appareil a enregistré environ 3 minutes de contenu audio et vidéo sur des aspects que la version officielle avait délibérément occultés. L'enregistrement clandestin a révélé une réalité totalement différente de celle projetée par les autorités. Au lieu de la solennité judiciaire attendue, les images ont révélé une ambiance chaotique et vengeresse. L'enregistrement comprenait des insultes adressées à Saddam Hussein tandis qu'il montait sur l'échafaud, des chants religieux en faveur du religieux chiite Moqtada al-Sadr et la voix du condamné lui-même prononçant la shahada avec une sérénité remarquable. Point crucial, l'enregistrement incluait le moment précis où la trappe s'est ouverte et où le corps est tombé. La vidéo clandestine a renforcé ce qui avait déjà été noté. Saddam projetait une atmosphère sereine, tandis que les cris sectaires dominaient la salle, un contraste qui affaiblissait le récit officiel. La diffusion de l'enregistrement clandestin a commencé immédiatement après l'exécution. En quelques heures, le matériel a circulé à Bagdad par le biais de téléphones portables et de CD piratés. La vitesse de propagation a dépassé tous les précédents historiques pour ce type de contenu. Les télévisions arabes par satellite comme Al Jazeera et Al Arabiya ont obtenu des copies et en ont diffusé des fragments, augmentant ainsi considérablement leur portée régionale. Le rôle d'Internet a été transformateur. L'exécution de Saddam Hussein a coïncidé avec l'essor de la vidéo numérique en ligne et l'émergence de plateformes comme YouTube. Jamais auparavant, une exécution capitale n'avait été aussi largement diffusée de manière officieuse. Le matériel a été reproduit des millions de fois en quelques jours, suscitant des débats mondiaux sur la justice, la dignité et le sectarisme. Ce fut l'un des premiers cas où un événement historique est devenu viral en temps réel, créant ainsi des précédents pour les événements ultérieurs. Le gouvernement irakien a désespérément tenté de contrer cette diffusion non autorisée en promouvant la version officielle, mais les dommages étaient irréversibles. L'enregistrement clandestin possédait une authenticité brute que la version officielle ne pouvait égaler. Pour un public international habitué à se méfier des récits officiels, surtout en temps de guerre et d'occupation, les images non autorisées semblaient intrinsèquement plus crédibles. Les réactions en Irak ont reflété et exacerbé les divisions sectaires existantes. Au sein des communautés chiites, l'exécution a été célébrée comme une justice historique contre un dictateur qui avait mené des décennies de répression systématique. Dans les quartiers chiites de Bagdad, des célébrations ont été filmées avec des coups de feu en l'air et des manifestations de joie. Cependant, ces célébrations, également filmées par des caméras non officielles, ont davantage contribué à l'impression d'une vengeance tribale que d'une justice impartiale. Les communautés sunnites ont réagi avec une indignation croissante. L'attitude sereine et provocatrice de Saddam Hussein dans les enregistrements, combinée aux insultes sectaires audibles dans les enregistrements, l'ont transformé en martyr pour beaucoup. Le fait que la trappe ait été activée apparemment avant qu'il ait pu terminer sa récitation de la shahada a été interprété comme une humiliation délibérée et sacrilège. Cette perception a alimenté les récits de persécutions systématiques qui ont justifié les années d'insurrection et de violence sectaires qui ont suivi. Dans le monde arabe au sens large, les réactions ont été tout aussi polarisées, mais avec des nuances géopolitiques supplémentaires. Dans des pays comme l'Égypte, la Jordanie et les territoires palestiniens, d'importants pans de la population ont perçu que Saddam Hussein était mort dignement face à des bourreaux sectaires.
Des manifestations à Gaza et en Cisjordanie ont montré des photographies de Saddam Hussein, symbole de la résistance arabe. Dans les pays du Golfe, bien que les gouvernements aient maintenu leur neutralité officielle grâce à leurs alliances avec les États-Unis, l'opinion publique a interprété l'exécution principalement comme une vengeance sectaire soutenue par des forces étrangères. La communauté internationale a exprimé un malaise croissant face aux modalités précises de l'exécution. Les gouvernements occidentaux qui avaient soutenu le renversement de Saddam Hussein se sont retrouvés dans la position délicate de défendre un processus que les images divulguées montraient comme fondamentalement sectaire. Le Premier ministre britannique Tony Blair a évité tout commentaire direct, tandis que même à Washington, des voix critiques se sont élevées, remettant en cause les méthodes employées plus que les objectifs politiques. Les organisations internationales de défense des droits humains ont vivement critiqué la situation. Amnesty International a dénoncé l'exécution filmée dans un contexte humiliant, témoignant du manque d'impartialité du processus judiciaire. Human Rights Watch a souligné que les images confirmaient la politisation d'un procès qu'elle considérait déjà comme profondément vicié. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires a déclaré que l'exécution ressemblait davantage à un lynchage qu'à un acte de justice formelle. Les enregistrements divulgués ont établi un précédent historique quant à la capacité de la technologie mobile à remettre en question les discours étatiques. Une seule caméra clandestine avait suffi à modifier radicalement la perception globale d'un événement destiné à démontrer la légitimité du nouvel ordre irakien. Ce cas est devenu le premier d'une longue série d'exemples où des enregistrements non autorisés allaient révéler les contradictions entre le discours officiel et la réalité du terrain. Cet épisode a également révélé les limites du contrôle étatique sur l'information à l'ère numérique. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en œuvre, la présence d'un seul appareil non autorisé avait suffi à anéantir des mois de planification politique et communicationnelle. Cette vulnérabilité allait devenir une préoccupation constante pour les gouvernements confrontés à des crises similaires les années suivantes. Pour la figure posthume de Saddam Hussein, les enregistrements ont paradoxalement contribué à une réhabilitation partielle de son image. Bien que son régime ait été marqué par une répression systématique et des violations massives des droits humains, la manière spécifique dont il a été exécuté l'a repositionné comme un symbole de dignité face à l'humiliation. Ce phénomène a démontré comment les images peuvent reconfigurer la mémoire collective, même lorsqu'elles contredisent des héritages historiques bien documentés. Le gouvernement d'Al-Maliki fut durablement affaibli par la gestion de cette affaire. Ce qui aurait dû constituer un moment de consolidation de sa légitimité devint une preuve de sectarisme et d'absence de contrôle institutionnel. L'incapacité à maintenir la solennité du processus judiciaire sapa les efforts ultérieurs visant à présenter le nouvel Irak comme un État de droit plutôt que comme une vengeance tribale. La fuite des enregistrements de l'exécution de Saddam Hussein a marqué un tournant dans la relation entre technologie, politique et mémoire historique. Le contraste entre la version officielle et la réalité capturée clandestinement a révélé non seulement les contradictions du processus judiciaire, mais aussi la fragilité des tentatives étatiques de contrôler les récits à l'ère numérique. Le téléphone portable dans la salle d'exécution a mis en échec des années de planification gouvernementale, démontrant que même les actes les plus contrôlés peuvent se transformer en spectacles totalement incontrôlables. En fin de compte, ces enregistrements ont transcendé leur fonction documentaire pour devenir des symboles des tensions profondes qui allaient définir l'Irak post-invasion. Ils ne documentaient pas seulement une exécution, mais révélait les fractures sectaires, les contradictions de l'occupation et le pouvoir transformateur des images pour façonner la compréhension historique d'événements cruciaux. Ruine totale, l'Irak dans l'abîme. L'exécution de Saddam Hussein aurait dû clore un chapitre traumatisant de l'histoire irakienne et inaugurer une ère de réconciliation nationale. Cependant, la manière dont elle s'est déroulée, marquée par des insultes sectaires et un climat de vengeance plus que de justice, a eu des conséquences qui ont dépassé les frontières irakiennes. Au lieu d'apporter la stabilité, elle a aggravé les divisions internes de l'Irak et généré des vagues de protestations qui ont modifié les perceptions politiques dans tout le monde arabe. L'impact immédiat le plus dévastateur s'est manifesté par l'intensification des violences sectaires en Irak.
La dissolution de l'armée irakienne et l'interdiction du parti Baas, mises en œuvre par l'autorité provisoire de la coalition après l'invasion de 2003, avaient déjà laissé des centaines de milliers d'hommes armés sans emploi et profondément irrités envers le nouvel ordre. L'exécution de Saddam Hussein dans un contexte perçu comme sectaire a transformé ce ressentiment en aliment d'une insurrection qui allait se prolonger pendant des années. Pour de nombreuses communautés sunnites, notamment dans les provinces centrales de Tikrit, Mossoul et Anbar, Saddam représentait un ordre perdu qui, bien qu'autoritaire, garantissait une certaine stabilité. Son élimination physique ne signifiait pas la disparition de son influence symbolique. Au contraire, le vide du pouvoir qu'il laissait était occupé par des milices sectaires et des groupes insurgés qui instrumentalisaient sa mort pour recruter des combattants et justifier des attaques contre le nouveau gouvernement dominé par les chiites. La coïncidence temporelle entre l'exécution et l'une des périodes les plus sanglantes de la guerre civile irakienne n'était pas fortuite. Après l'attaque contre la mosquée chiite d'Al-Askari à Samarra en février 2006, les représailles entre communautés chiites et sunnites s'étaient considérablement intensifiées. L'exécution de Saddam, loin d'apaiser les tensions, les a exacerbées en confirmant, pour de nombreux sunnites, le caractère fondamentalement sectaire et vengeur du nouvel État. Les statistiques de violences consécutives à l'exécution révèlent l'ampleur de l'échec. Au cours des mois suivants, le nombre quotidien de morts dus aux violences interconfessionnelles à Bagdad et dans ses environs a atteint des pics dépassant la centaine de victimes. Le gouvernement de Nouri al-Maliki, perçu comme partial par de larges pans de la population, a perdu sa crédibilité tant au niveau national qu'international. Son incapacité à garantir une sécurité impartiale a alimenté la perception d'un État en faillite sous occupation étrangère. La transformation de l'insurrection sunnite en mouvement djihadiste mondial a trouvé dans l'exécution de Saddam un puissant catalyseur. Des organisations comme Al-Qaïda en Irak, bien que brutalement persécutées sous le régime baathiste, ont réussi à instrumentaliser la figure du dictateur exécuté pour dénoncer à la fois l'occupation étrangère et l'oppression chiite. Ce paradoxe historique a permis même à ceux qui avaient répudié la laïcité baathiste d'intégrer Saddam dans des récits de victimisation religieuse et nationale. Le processus de radicalisation accéléré par l'exécution a créé les conditions qui, des années plus tard, allaient permettre l'émergence de l'État islamique d'Irak et du Levant. Cette organisation extrémiste a exploité à la fois la nostalgie du régime baathiste et le ressentiment sectaire, combinant des éléments apparemment contradictoires dans une synthèse destructrice qui allait déstabiliser toute la région. Parallèlement à ces conséquences politiques immédiates, l'exécution a profondément modifié la perception de Saddam Hussein, tant en Irak qu'à l'étranger. La mémoire officielle promue par le nouveau gouvernement irakien et les puissances occidentales a mis l'accent sur la brutalité systématique du régime. La guerre dévastatrice contre l'Iran, l'invasion du Koweït, la répression massive des Kurdes et des chiites et l'utilisation criminelle d'armes chimiques contre la population civile. Ce récit, étayé par une documentation exhaustive émanant d'organisations de défense des droits humains, présentait son exécution comme la nécessaire fin d'un cycle de terreur. Cependant, la perception populaire était plus complexe et contradictoire. Les images divulguées de l'exécution, montrant Saddam Hussein affrontant la mort avec sérénité, insulté par des gardes magnanimes, ont profondément transformé son image publique. Pour de nombreux observateurs, notamment au sein des communautés sunnites et des courants panarabistes, ces images ont transformé le dictateur tout-puissant en une figure morte dignement face à des bourreaux sectaires. L'invocation de la Shahada lors de ces derniers instants, malgré un régime laïque et répressif, notamment en raison des mouvements islamistes, a renforcé l'image d'un martyr religieux. Cette construction symbolique a été systématiquement exploitée par les groupes insurgés et les sympathisants du baathisme, qui ont présenté sa mort comme la preuve de la persécution systématique de l'identité arabe sunnite. Dans le monde arabe, l'exécution a suscité des réactions reflétant les tensions géopolitiques régionales. Dans les territoires palestiniens et en Jordanie, d'importants pans de la population ont organisé des manifestations de deuil, brandissant des portraits de Saddam et célébrant des funérailles symboliques. Pour de nombreux Palestiniens,
Il avait été l'un des rares dirigeants arabes à les avoir soutenus économiquement pendant la première intifada, et sa mort représentait la perte d'un allié dans leur résistance contre Israël. En Égypte, les réactions furent plus ambivalentes, mais tout aussi révélatrices. Tandis que des secteurs populaires exprimaient leur sympathie pour Saddam, symbole de la résistance panarabe, le gouvernement d'Hosni Moubarak maintenait officiellement ses distances, conscient à la fois de la brutalité historique du régime irakien et de ses propres vulnérabilités internes. Cette division entre les élites gouvernementales et le sentiment populaire se reproduisit à des degrés divers dans le monde arabe. Même dans les pays directement victimes de la politique agressive de Saddam Hussein, les réactions furent complexes. Au Koweït, brutalement envahi en 1990, certains secteurs critiquèrent non pas l'exécution elle-même, mais le climat sectaire qui avait caractérisé le processus. Cette distinction révéla des inquiétudes plus larges quant aux implications de la fragmentation irakienne pour la stabilité régionale. Cette exécution a renforcé les divisions préexistantes au sein du système politique arabe. Pour les gouvernements alliés aux États-Unis, elle représentait la fin inévitable d'un dictateur dangereux qui avait déstabilisé la région pendant des décennies. Pour de larges pans de l'opinion publique, en revanche, elle symbolisait l'humiliation collective de la nation arabe sous l'hégémonie étrangère. Cette divergence entre les élites gouvernementales et les perceptions populaires a affaibli la légitimité des régimes pro-occidentaux dans toute la région. Le discours anti-impérialiste a été renforcé par des images qui semblaient confirmer que les dirigeants arabes, qui remettaient en cause l'ordre établi, subiraient des destins similaires, indépendamment de la légitimité de leur méthode ou de la justesse de leur cause. Le processus judiciaire qui a précédé l'exécution a également eu des répercussions durables sur la perception de la justice transitionnelle dans les contextes post-conflit. Les critiques concernant l'absence de garanties procédurales, les pressions politiques et l'exclusion de preuves pertinentes ont miné la crédibilité de la procédure judiciaire. La réalisation de l'exécution le premier jour de l'Aïd el-Adha a été interprétée comme une provocation sectaire, confirmant la partialité du processus. Les enregistrements divulgués ont transformé ce qui aurait dû être un acte de justice solennelle en un spectacle humiliant, renforçant l'image d'une vengeance tribale plus que d'une application impartiale de la loi. Cette transformation a eu des conséquences qui ont transcendé le cas spécifique, établissant des précédents négatifs pour les futurs processus de justice transitionnelle dans la région. Pour les États-Unis, l'exécution visait à démontrer le succès de leurs efforts de démocratisation en Irak. Cependant, le résultat s'est avéré contre-productif. Au lieu de témoigner du triomphe des institutions démocratiques, l'événement a révélé la faiblesse de l'État irakien et l'incapacité de Washington à garantir des procédures judiciaires impartiales sous sa supervision. La mémoire de Saddam Hussein est restée profondément divisée selon des clivages sectaires, nationaux et politiques. Pour les victimes kurdes et chiites, il reste un tyran sanguinaire dont la mort a représenté une justice tardive mais nécessaire. Pour les communautés sunnites et les mouvements panarabistes, il est devenu un martyr mort en défiant ses ennemis sectaires et étrangers. Cette ambivalence mémorielle reflète l'incapacité de l'État irakien, après 2003, à construire un récit national cohérent sur son passé récent. L'absence d'un véritable processus de réconciliation nationale, remplacé par des logiques de revanche sectaire, a perpétué des divisions qui continuent de déstabiliser le pays jusqu'à aujourd'hui. Le sombre héritage de l'exécution de Saddam Hussein transcende sa portée individuelle pour devenir le symbole des échecs plus larges de l'intervention occidentale en Irak. Au lieu d'inaugurer une ère de stabilité démocratique, elle a marqué le début visible d'une période de fragmentation, de violence sectaire et d'extrémisme qui allait profondément modifier la géopolitique régionale pour les décennies suivantes.